Le face-à-face entre Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir, Pablo, et Charles Consigny, avocat et écrivain. Bonsoir à vous. Est-ce que vous êtes d'attaque ce soir? Mais on est d'attaque. Ça me Comme fait toujours rire. Écrivain. Pour parler de Charles. Ah, oui. Mais il l'est. Mais il est écrivain, Bon, j'ai un nouveau livre qui sort l'année prochaine. Ah, Vous voilà. allez tout savoir. À quel sujet? Ah, vous verrez. D'accord. C'est secret. Suspense, c'est secret. Un livre à scandale. Un livre à scandale. Non, je plaisante. D'accord. Bon. On verra ça un peu plus tard. Alors, ça fait 6 heures que les 11 chefs de parti sont donc réunis avec Emmanuel Macron à Saint-Denis pour tenter de se mettre d'accord sur les réponses à apporter aux préoccupations des Français. On voulait vous montrer ce petit sondage ELAB pour BFM TV qui vient de sortir et qui dit la chose suivante. Le pouvoir d'achat reste la préoccupation principale des sondés, mais ce qui ressort surtout, c'est que la sécurité, ça devient vraiment un thème important. Il y a une poussée de 9 points depuis le dernier sondage, c'est beaucoup. A priori, là, ils s'en sont au dîner. Le dîner devait commencer à 20h. De quoi ils parlent en ce moment, selon vous? Alors, ils ne sont pas tous présents au dîner. Non, sauf la NUPES. Exactement. Mais ils étaient là toute la journée, quand même. Il y a Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, qui a décidé d'aller au dîner, finalement. Et les autres, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise et le Parti Socialiste, eux, ils ont décliné l'invitation. Ils ont décliné. Au Mais dîner. Quand même, ce qui était fort, c'est qu'aujourd'hui, ils étaient tous là. Exactement, ils étaient tous là. Emmanuel Macron, mais d'ailleurs, c'est Alain Duhamel le rappelait tout à l'heure, quand il y a des crises politiques, parce qu'en vérité, là, on fait un peu face à une crise politique et une crise institutionnelle, il est un peu d'usage que le président de la République réunisse les principaux patrons de partis. Oui, mais aussi longtemps, reconnaissez-le quand même. C'est sur plusieurs heures, toute une journée. Mais c'est assez inédit. Vous saluez cette démarche de la part du président? Mais alors, il y a plein de choses qu'a fait le gouvernement et qui a duré des heures, voire des jours, voire des mois. Je me souviens de consultations diverses et variées, notamment sur la question écologique. Il y avait des citoyens qui avaient planché pendant plusieurs mois et ils avaient accouché de quoi? D'une souris. C'est-à-dire que on peut réunir les gens, c'est bien, les écouter parler, c'est bien, mais quand il n'y a pas de méthode, quand on n'arrive pas à s'architecturer en fait de propositions, de solutions, ça ne sert pas à grand-chose. On a vu la NUPES, par exemple, ils ont produit un document avec différents éléments dont ils souhaitaient parler, avec des propositions. Est-ce que Emmanuel Macron va les écouter? Honnêtement, j'en doute fort. Surtout quand on voit ce qu'a fait Emmanuel Macron auparavant. C'est-à-dire, il a appelé qui? Il a appelé avant Éric Ciotti et Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, mais quand même, il arrive avec sa feuille blanche et il dit « j'écoute vos propositions ». Vous êtes d'accord, ça sert à rien, ce qui se passe aujourd'hui? Non, je dirais pas que ça sert à rien. C'est une initiative comme une autre. Et pour quelqu'un qui a pratiqué un pouvoir très vertical et assez solitaire, c'est presque une forme de séance de rattrapage. Enfin, tout à coup, il a l'air de s'intéresser à ce que pensent les chefs des autres familles politiques que la sienne. Il en a organisé déjà des espèces de réunions comme ça, des conventions, des débats post-gilets jaunes, etc. Il y en a eu. Oui, alors post-gilets jaunes, c'était le grand débat, c'était avec des élus locaux et c'était quand même assez sur le thème du monologue. Malgré tout, c'était un exercice. L'exercice du grand débat était un exercice assez narcissique où les conseillers du président vantaient sa capacité à tenir des heures en bras de chemise, à répondre à tout. Bon. Enfin, pour l'instant, c'est pas comment c'est passé. Malheureusement, les conseillers un peu courtisans n'aident pas toujours ceux qu'ils conseillent. Mais ce conclave, moi, j'ai rien contre cette idée qui me paraît pas absurde, d'autant que c'est quand même un peu particulier puisqu'il n'y a pas de conseiller, il n'y a pas d'entourage, il n'y a même pas de téléphone, si j'ai bien lu. Il y a Elisabeth Borne avec Emmanuel Macron et c'est un huis clos, effectivement. Voilà, il y a même des brouilleurs pour ne pas qu'on puisse, nous, journalistes, avoir accès à des informations ou autres. Bon, pourquoi pas, si vous voulez. Je trouve l'exercice pas absurde. Simplement, j'observe chez notre chef de l'État une tendance furieuse à rechercher toujours du consensus, comme si on pouvait toujours trouver une voix qui contente tout le monde. Est-ce que c'est pas la seule façon de faire avancer les choses, justement? Parce que là, il est bloqué justement parce qu'il n'y a pas de majorité et qu'il n'arrive pas à trouver de consensus. On dit que, d'abord, c'est pas vrai,
trouver des majorités sur certains textes. Sur les retraites, s'il n'y avait pas eu l'échappée solitaire de quelques députés LR, en réalité, il aurait fait voter la réforme des retraites. Donc il peut trouver des... Bah oui, s'il n'y avait pas eu l'échappée solitaire de Pradier et de quelques-uns avec lui... Oui, mais donc il y a des textes sur lesquels il n'y a pas besoin de faire ça pour les faire voter. Parce que pour l'instant, on a du mal à les trouver quand même, Charles Consigny. Là, je sais qu'ils ont un projet sur l'immigration. Après, on gouverne pas seulement en faisant des lois tous les 4 matins. On gouverne. Si vous voulez, bonne chance, dit Pablo. Oui, je pense que moi, je n'aime pas. Je pense que toute couleur en commission termine par un beige. C'est-à-dire que quand on essaye de mettre tout le monde d'accord, on n'aboutit à rien. Je lisais l'autre jour dans l'excellent journal L'Opinion une interview du non moins excellent Alain Minc, qui est un des parrains d'Emmanuel Macron, qui disait il faut un candidat unique pour les gens raisonnables en 2027. Et donc, il faudrait faire une primaire dans laquelle puissent concourir à la fois Clément Beaune et Laurent Wauquiez, de Clément Beaune à Laurent Wauquiez. Il disait, mais si vous les mettez ensemble dans une pièce, au fond, qu'est-ce qui va vraiment les différencier ? Et moi, je déteste cette pensée-là, parce que je pense au contraire qu'il y a énormément de différences politiques entre les différentes sensibilités politiques, et je crois que l'ordre tel qu'il est, l'ordre bourgeois tel qu'il est défendu par Emmanuel Macron, il n'arrange que ceux qui sont du bon côté du manche, ceux qui ont besoin du politique, qui ont besoin de l'État, qui ont besoin de décisions qui tranchent. Ce sont les gens qui souffrent de la situation actuelle. Et donc, je pense que cette recherche permanente de consensus ne peut aboutir finalement qu'à une espèce de stabilité qui confine à un conservatisme qui ne nous fait pas avancer. Il peut y avoir des consensus sur quoi, là ? Qu'est-ce qui peut quand même sortir de ça ? Je sais que vous n'y croyez pas trop, mais Pablo. Justement, moi je pense qu'il ne peut pas sortir de consensus, et je vais poursuivre la réflexion de Charles, parce que je ne crois pas non plus au consensus. Je ne pense pas qu'il faille rechercher des consensus absolument. Et d'abord, on ne peut pas les trouver. En revanche, il faut organiser les conflits. Et il faut organiser les conflits pour qu'ils se fassent de façon le plus apaisée possible. Or, c'est-à-dire organiser des conflits. C'est-à-dire qu'en fait, on a des organes, des institutions, des organes, notamment l'organe législatif, qui est un endroit où sont organisés, en gros, des débats démocratiques. On pourrait en fait donner de l'importance à cet organe-là, notamment à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, et notamment depuis le début de son deuxième quinquennat, a fait le choix de s'asseoir en fait de ce qui pourrait sortir de cet espace de conflictualité apaisée. Il a décidé avec Elisabeth Borne, la première ministre, de passer au 49.3. Mais en vérité, c'est un espace où peuvent s'exprimer en fait des avis qui sont divergents et où peut se construire, où peuvent se construire des choses sans pour autant que ça soit des consensus. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin là, la difficulté, c'est que justement, il n'arrivait plus à rien faire. Oui, mais regardez, la façon dont on construit les lois, c'est pas nécessairement par consensus. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui rajoutent des choses, ils débattent, et à la fin, effectivement, il y en a qui sortent un peu plus gagnants et d'autres un peu plus perdants, mais c'est un exercice, en fait, qui est... à mon sens, particulièrement sain pour la démocratie. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, s'est assis dessus. Et il a décidé que ça ne l'intéressait pas, puisque... Et Charles faisait référence au cercle de la raison, qui a été... comment on dit, échafaudé par Alain Minc, etc., et par d'autres. Ce cercle de la raison, penser qu'il y a des gens qui ont raison et d'autres qui ont tort, je ne vois pas, en fait, comment est-ce qu'on fait dans une démocratie où, oui, il y a des avis. Non, mais il y a des gens qui gouvernent, il y a une majorité. Mais moi, franchement, il n'y a plus de majorité. Non, mais majorité relative. Il faut, si vous voulez, ce que je n'aime pas dans cette nouvelle matrice politique, c'est qu'elle tue le débat et la confrontation d'idées. À partir du moment où vous affirmez qu'il y a une famille politique qui détient le monopole de la raison, et que vous faites de tous ceux qui refusent de s'aligner des extrémistes, des fascistes, etc., vous tuez la confrontation politique. Donc moi, je ne peux pas souscrire à ça, parce que je pense qu'il faut de la conflictualité. C'est ces gens soi-disant raisonnables qui ont pris les mesures probablement les plus liberticides depuis la Seconde Guerre mondiale, qui ont été les mesures contre le Covid, qui ont été des mesures... Il n'y avait pas de précédent historique récent. Alors, les gens étaient d'accord. Contre une pandémie mondiale mortelle. Mais on a pris les mesures les plus liberticides qui soient, et je suis désolé de vous dire qu'à l'époque, il était
très difficile de contester ces mesures, de venir dire sur un plateau télé que on n'avait peut-être pas envie d'être enfermés chez nous. Même si l'idée là, c'était quand même de sauver des vies, donc c'était quand même un... Oui, d'accord, mais dans ces cas-là, vous interdisez aux gens de prendre leur voiture et vous sauvez des vies aussi. C'est non, ce mais même attendez, il ne faut pas comparer les deux. Oui, non, mais là, surtout, Charles, là pour le coup, là où il existe un espace de consensus, c'est le consensus scientifique. Non, mais les scientifiques, Pablo, les scientifiques, on les a vus sur les plateaux de télévision pendant le Covid, ils étaient d'accord sur rien. Donc le consensus scientifique, moi je me... Deuxième exemple, c'est ce même espace central de la raison qui veut maintenant, par la voix de Thierry Breton, le commissaire européen, censurer les réseaux sociaux. Puisque à la suite des émeutes, on s'est dit, puisqu'ils n'ont pas compris d'où venaient ces émeutes. J'ai vu d'ailleurs que là, les discussions essentiellement, c'était quelle réponse apporter à ces émeutes. Ah oui. Donc ils n'ont pas... Emmanuel Macron a découvert les banlieues, ce qu'on appelle les racailles, la relégation sociale, les jeunes déscolarisés. Ça a été une grande découverte à l'occasion de ces émeutes. Et vous avez un commissaire européen qui vient vous dire, en fait, le problème, c'est qu'il se passe le mot sur les réseaux sociaux, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va censurer les réseaux sociaux. Donc moi, je me méfie de ce cercle-là et je pense que la confrontation politique, c'est quelque chose qui est fécond et c'est pour ça que j'estime que cette recherche de consensus permanente, elle finit par nuire au débat démocratique. Donc vous n'attendez pas grand-chose de ce rendez-vous, on l'a bien compris. Vous l'avez dit, il n'y a quasiment personne. Il y a Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, mais on voulait aussi parler de Gérald Darmanin ce soir parce qu'il a quand même fait sa rentrée en grande pompe à Tourcoing, c'était dimanche dernier. On a tous compris qu'il voulait se lancer en 2027, sauf que le chemin va être long. Je voulais vous montrer, là encore, ce sondage est là pour BFM TV, qui montre que ça risque d'être un petit peu compliqué. Est-ce qu'il est un bon candidat pour la présidentielle en 2027 ? 74% des Français disent non. Autre élément intéressant, pourrait-il battre Marine Le Pen en 2027, parce que c'est là-dessus qu'il voudrait jouer le ministre de l'Intérieur. Ils sont 68% à dire non. C'est mal barré, là. Oui, c'est relativement mal barré. En gros, pour être candidat à la présidentielle, il y a 3 étapes. Il y a d'abord être le candidat de sa famille politique, ensuite il y a le premier tour, et puis ensuite il y a le deuxième tour. Aujourd'hui, on pense que le deuxième tour, c'est nécessairement contre l'extrême droite et contre Marine Le Pen. Effectivement, là, il semble mal barré, sûrement parce que aujourd'hui, Gérald Darmanin chasse beaucoup sur les terres de Marine Le Pen. Donc, vous avez beaucoup de gens, par exemple, notamment à gauche, qui se disent mais pourquoi ? Enfin, c'est un peu du pareil au même, c'est un peu pif et paf, Marine Le Pen et Gérald Darmanin. On se souvient de leur il la trouve même trop molle. Il l'a trouvé même trop molle. Donc, c'est compliqué. Ça va être compliqué en fait pour des gens de gauche d'aller voter Gérald Darmanin contre l'extrême droite. Il y a quand même une différence entre Gérald Darmanin, moi, j'en conviens tout à fait. membre du gouvernement. Moi, je le considère comme ça. Moi, je le considère comme ça, mais c'est pas le cas de beaucoup de gens qui sont qui votent pour la NUPES aujourd'hui. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est que moi, Gérald Darmanin, j'ai aussi vu ce qu'il a essayé de faire pendant sa rentrée. Il a essayé de se présenter comme étant le candidat populaire. Je vois ce qu'il poste sur les réseaux sociaux, je vois sa campagne de communication où il met très en avant ses origines modestes, où il parle... On rappelle quand même, il est fils d'un tenancier de bar à Valenciennes et d'une femme de ménage à la Banque de France. Exactement. Il a été maire de Tourcoing, qui est une commune qui est plutôt... voilà, il vient pas de Neuilly-sur-Seine, quoi. Et c'est intéressant parce que quand on regarde un peu en détail les gens qui sont plutôt pour Darmanin, ils surperforment où ? Ils surperforment chez les artisans, ils surperforment chez les CSP+, ils surperforment à Paris et où est-ce qu'ils sous-performent ? Chez les employés et chez les ouvriers. C'est vrai que c'est paradoxal. Alors c'est pareil, paradoxal même sondage l'image qu'il veut montrer. 72% trouvent que Gérald Darmanin ne comprend pas les classes populaires. C'est paradoxal, Charles Consigny. Moi, je pense tout simplement que c'est trop tôt. Je pense que dans la réponse que les Français font sur 2027, c'est simplement, à mon avis, qu'ils considèrent que c'est trop tôt pour se poser la question de cette élection. Et je serais, à titre personnel, partisan d'une réforme institutionnelle pour retirer du pouvoir au président de la République, pour que notre vie politique et publique ne soit pas polarisée à ce point-là sur l'élection présidentielle et sur la personne du président de la République. Je pense, il y a plein de choses à faire, mais je pense qu'il faut absolument sortir de ça, transférer plus de pouvoir au Premier ministre, pourquoi pas aller vers un système où on vote d'abord pour les députés, et puis un peu comme en Angleterre, le leader de la famille politique qui a gagné les législatives devient Premier ministre. Je suis pour qu'il y ait
vraiment beaucoup de pouvoir, un vrai rééquilibrage avec le président de la République. En France, quand vous regardez le détail du pouvoir du président, on est un pays encore complètement monarchique et le fait du prince est partout, dans les nominations, dans la composition du gouvernement. Donc, mais là, voilà. Darmanin, donc ce que je veux dire, c'est que ce système fait que des hommes politiques, par ailleurs, sans doute de qualité. Moi, je trouve que Darmanin a du mérite. La vie politique, c'est dur, c'est difficile. C'est un bon candidat pour vous ? On est encore, il est encore tôt, mais disons, c'est un bon candidat dans l'absolu. Voilà. Moi, si vous voulez, après la présidence d'un très jeune homme, puisqu'il était jeune, Emmanuel Macron, quand il a été élu, qui n'avait pas forcément beaucoup roulé sa bosse, en tout cas politiquement, qui avait eu une carrière, c'est pas lui faire injure que de le dire, assez confortable dans des cercles pas tout à fait exposés aux plus grandes duretés. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que la France gagnera, oui, à avoir en tout cas un président qui est souffert, qui est vécu, qui lit, qui écrit, qui voyage. Donc ça peut être pour Darmanin, mais ça peut être pour d'autres aussi. Et donc moi, son parcours issu d'un milieu modeste, qui se fait élire à Tourcoing, qui à mon avis a travaillé comme un damné pour se faire élire, réélire, pour obtenir les postes, etc. Je trouve que c'est pas totalement inintéressant. Et par ailleurs, Pablo a rappelé les sondages et le fait que peut-être les Français n'y croient pas ou n'y croient pas encore. Mais il a mis le doigt sur un phénomène qui, moi, est à mon sens réel, et m'a beaucoup gêné durant le quinquennat, durant le premier quinquennat de Macron, et qui continue de me gêner maintenant, c'est ce que je perçois, moi, comme une espèce de détestation ou de rejet des classes populaires par la classe politique macronienne. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont été traumatisés par l'épisode des Gilets jaunes, et j'ai le sentiment qu'ils n'aiment pas le peuple, ou qu'en tout cas ils en ont peur. Le problème, c'est qu'apporter qu'une réponse sécuritaire pour récupérer les classes populaires, je pense que c'est pas suffisant, notamment lorsqu'on voit la façon dont les Français, dans le sondage Elab, jugent l'action de Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur. C'est particulièrement sévère. Alors, c'est pas vrai. Le chiffre est... non, moi j'ai regardé ce sondage. Les Français considèrent au contraire que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Donc, oui, 41% des Français jugent qu'il est un bon ministre de l'Intérieur. La majorité pense que non, mais 41 pensent que oui. Il faudrait... Non, si on regarde, à mon avis, avec les autres ministres, si on compare... un tel est-il un bon ministre de ceci, cela? Je pense que son score est pas mal. Il s'en sort pas si mal sur cet aspect-là, effectivement. Juste un autre sujet, justement, qui concerne encore les classes populaires. Est-ce que vous avez vu cette proposition de la ministre de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, qui dit la chose suivante sur les uniformes? Elle voudrait les instaurer dans certains quartiers populaires, justement, pour réduire les inégalités et enlever une charge mentale à tous les parents. Je suis favorable à l'expérimentation d'une tenue scolaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est louable ou pas comme proposition? En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la proposition. Au nom de l'égalité, on va stigmatiser les quartiers populaires en spécifiquement juste eux, en leur disant vous allez porter une tenue scolaire, alors que les élèves, les enfants des quartiers favorisés, alors eux, il n'y aura pas de problème. Il y a des écoles privées où les enfants viennent de familles très aisées, où il y a des uniformes aussi. C'est tout à fait vrai, mais aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est que ce soit dans l'école publique. C'est dans l'école publique. C'est-à-dire que dans l'école publique, il y aura une différence donc entre les enfants issus des quartiers défavorisés et les enfants issus des quartiers favorisés. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête? En fait, c'est toute l'idée de l'uniforme. En fait, l'uniforme, c'est quoi? En fait, ils veulent les fliquer. Ils veulent les transformer en petits soldats. Qui porte l'uniforme aujourd'hui? C'est les soldats lorsqu'ils vont défiler le 14 juillet. Vous pensez vraiment que c'est l'intention de la ministre de la Ville? Mais qu'est-ce que c'est? Elle dit que c'est pour éviter une charge mentale supplémentaire à ces familles. Non, mais Pablo, moi je suis là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Pablo sur le principe de l'uniforme qui, pour moi, n'est pas forcément à rejeter comme ça. Après, je constate en effet, les inégalités aujourd'hui en France, elles ne sont pas entre élèves, parce que ce que dit Madame la Ministre, c'est qu'en gros, quand un élève
à des parents qui peuvent lui payer une paire de baskets à la mode, il va se différencier et écraser celui dont les parents ne le peuvent pas. Et donc les parents qui ne peuvent pas acheter ces baskets à la mode vont avoir la charge mentale qu'elle évoque parce qu'ils se sentent coupables de ne pas pouvoir habiller leur enfant selon les derniers canons des magasins de vêtements. Mais ça n'est pas dans la réalité, ça. Ça n'est pas entre élèves des quartiers populaires qu'il y a des inégalités. Les élèves des quartiers populaires subissent ensemble les mêmes inégalités vis-à-vis des élèves des quartiers bourgeois des établissements haut de gamme dans lesquels il n'y a malheureusement maintenant en France plus que des enfants de bourgeois. Et ça c'est une réalité. Moi, je le constate en permanence. Aujourd'hui, dans les lycées comme Henri IV, Louis le Grand, les bonnes prépas, etc. L'Alsacienne qui s'est fait une publicité paradoxale avec 2 ministres de l'éducation successifs liés à l'école alsacienne. Mais bref, l'Alsacienne en effet. L'ENA, qui est devenu l'INSP, l'école normale supérieure. Qui y a dans ces établissements qui deviennent ensuite les élites françaises, qui trustent les cabinets ministériels, les grandes entreprises, etc. Des enfants de personnes extrêmement favorisées. Donc il n'y a plus de mobilité sociale en France, en réalité. La France est devenue un pays de caste. Et mettre un uniforme en fait aux enfants, mais c'est un cache-sexe qui ne sert absolument à rien. Les inégalités seront toujours là. Même si vous leur mettez le même uniforme, il y aura quand même les inégalités sociales. C'est pas que l'habillement. Si on le mettait en place, parce que d'ailleurs vous avez vu Gabriel Attal disait je serais favorable à une expérimentation pour mettre l'uniforme globalement. En fait, c'est parce que vraiment ce gouvernement a l'air obsédé par la question de l'habit. Et ils pensent qu'ils vont tout résoudre avec des habits. En réfléchissant juste aux questions des habits. Non, mais c'est sur les abayas, c'est sur les tenues. En fait, je suis désolé. Mais c'est un pansement. Il y a des inégalités sociales qui pèsent lourdement sur le parcours des élèves. Ça, c'est tout à fait vrai. Il faut le résoudre. Mais je suis désolé, interdire l'abaya ou mettre une tenue obligatoire ne va rien résoudre du tout au problème de différence et d'inégalité entre les classes sociales et à leur répartition spatiale sur le territoire français. Voilà. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet dont on aurait espéré qu'Emmanuel Macron s'empare, puisqu'il avait un discours en 2017 qui était relativement séduisant sur l'émancipation, sur la possibilité pour chacun de s'arracher à sa condition par son travail, etc. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est que les inégalités se sont en réalité terriblement renforcées en France. Et après, moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a des émeutes, pourquoi il y a des pillages de magasins, pourquoi il y a une jeunesse qui porte des abayas, pourquoi il y a finalement une jeunesse qui fait sécession avec le pays. Et donc, voilà. Pas sécession, en revanche, colère. Une initiative qui est intéressante pour être un peu juste. Voilà. Et j'en terminerai par là, c'est que j'ai vu qu'ils allaient organiser des présentations de métiers dans les établissements scolaires. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir donner des horizons aux jeunes, au collège, au lycée. Catégories populaires. Notamment parce que leurs parents peut-être ne peuvent pas leur transmettre un intérêt pour certains métiers, donc ils ne connaissent même pas l'existence de certains métiers, de certains domaines. Et donc vous saluez cette initiative. Ça, je trouve que c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup les amis, on se retrouve demain, même heure, 21h sur ce plateau.